Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Laurence. Pour cette nouvelle rentrée, cette 5e nouvelle saison au sommaire d'Oser entreprendre avec vous alors. Eh bien, on va parler de la saga Nestlé. Ça sera notre première saison, saga de la saison. Notre grand témoin, Céleste Coës-Blanchard, cofondatrice de Reuss, service d'aide à la revente de vêtements de seconde main. On va parler consommation, vêtements et compléments de salaire. Et puis on terminera avec une question: comment intégrer efficacement les nouveaux collaborateurs dans une entreprise? Voilà, on commence avec les indiscrets d'entreprendre, Thomas, et vous nous proposez dans votre saga de la semaine en partenariat avec le magazine Entreprendre, consacré à la marque emblématique Nestlé. Oui Laurence, parce que Nestlé c'est un véritable quand même pilier de l'industrie agroalimentaire mondiale. L'entreprise a été fondée en Suisse en 1866 par Henri Nestlé, un pharmacien suisse d'origine allemande. Le logo de Nestlé d'ailleurs représentait un nid avec des oiseaux qui fait référence à son nom qui signifie petit nid en allemand. Henri Nestlé a développé une farine lactée pour nourrissons qui a connu un immense succès. Dès la fin de 1869, la production de cette farine lactée atteignait déjà 500 kilos par jour. D'acquisition en création, Nestlé devient au fil des années un acteur incontournable de l'agroalimentaire. Alors forcément, on se demande comment passe-t-on d'une entreprise suisse à un géant mondial alors? Eh ben c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Après le succès initial de la farine lactée, Nestlé a donc entamé cette stratégie de diversification ambitieuse en détenant plusieurs entreprises et marques renommées. Parmi ces dernières figurent KitKat pour le chocolat, Nescafé pour le café, mais aussi Nespresso, Vittel, Contrex, Épar et Perrier pour l'eau en bouteille, mais aussi Purina pour la nutrition animale. Cette expansion a permis à Nestlé de s'étendre bien au-delà de ses origines dans l'alimentation infantile en offrant une large gamme de produits. Voilà, forcément Thomas, on peut se demander aussi comment Nestlé fait aujourd'hui pour rester pertinent sur le marché. Eh bien Nestlé s'efforce de s'adapter aux nouvelles demandes, Laurence, des consommateurs en investissant dans des produits plus sains et durables. Ils ont mis l'accent sur la réduction du sucre dans leurs produits, la promotion d'alternatives végétales et l'amélioration de leurs pratiques de durabilité. Ils ont également fait des efforts pour réduire leur empreinte carbone en se concentrant sur le recyclage et les emballages écologiques. Voilà, et on passe à votre témoin de la semaine. Ce matin, Thomas Binet, nous sommes avec Céleste Coës-Blanchard, cofondatrice d'un service d'aide à la revente de vêtements de seconde main qui s'appelle Reuss, c'est ça? Reuss, voilà. Oui, parce que c'est du verlan. Ça veut dire sœur. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je m'interrogeais. Comme ça, vous Bonjour. avez tout de suite, sans le savoir, la signification du nom de l'entreprise. Bonjour à vous. Bonjour. Un Français achète en moyenne 7 à 8 kilos de vêtements neufs par an. Il les porte 7 à 8 fois et l'oublie ou l'abandonne. Ça, ce sont les chiffres quasi officiels. Vous êtes parti de ce constat pour créer votre société, en fait ? Oui, entre autres, parce que j'ai été cette surconsommatrice de vêtements au départ. En addiction ? En addiction, clairement une addiction. Ouais, je me suis soignée, je me soigne et je continue à me soigner. Mais j'ai été cette surconsommatrice de vêtements. J'accumulais beaucoup trop et à certains moments, en fait, il y a un moment où ça rentre plus dans les placards. Donc il faut bien en sortir un petit peu. Et quand je sortais du coup mes pièces des placards je savais jamais trop quoi en faire. Donc je les mettais dans un sac et puis ça passait sous mon lit. Et puis après ça attendait qu'il se passe quelque chose. Et il se passait rien jusqu'à ce qu'il y ait une amie qui me dise moi j'ai revendu sur Vinted toutes mes fringues, je me suis fait 300 €, c'était super, etc. Et je lui dis, mais est-ce que tu veux le faire pour moi? Donc l'idée vient de ça. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de nos auditrices et auditeurs qui se reconnaissent dans votre parcours. C'est effectivement, on accumule, c'est effectivement une des conséquences de la société de consommation. Donc vous avez demandé à une de vos amies, pour être très concret, de prendre en main votre dressing et de trier avec vous et ensuite de mettre en vente. Donc c'est une forme de conciergerie, ça. Voilà, un peu, oui, c'est un peu une conciergerie. Ouais. Elle est venue. Finalement, c'est moi qui lui ai amené des pièces, mais maintenant, Reuss, on vient à domicile. Mais l'idée, c'était vraiment son expertise qu'elle avait, le temps qu'elle avait aussi. Et puis, elle avait aussi besoin d'arrondir ses fins de mois parce qu'à l'époque, elle était au chômage, etc. Donc, ça lui convenait très bien, cette formule-là. Et moi aussi, en fait. Donc, c'était vraiment gagnant-gagnant des deux côtés. Alors, ça, c'est le lancement. Aujourd'hui, on va dire, à quelques encablures de ce lancement, ça représente quoi, Reuss? Ça fait quoi? Est-ce que vous avez bougé un peu de ce modèle initial? Et si oui, de quelle manière? Alors, sur la base, pas vraiment. On vient chercher les dressings des personnes qui ont la flemme de vendre leurs pièces. On ne fait pas que de la femme, d'ailleurs, on fait de l'homme, on prend aussi de l'enfant. Oui, parce que, pardon, je vous interromps. C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites pour parler de flemme, très clairement. C'est-à-dire qu'effectivement, vous prenez en main des hommes ou des femmes qui ne veulent pas le faire par eux-mêmes, parce que, très sincèrement, ils ont la possibilité de le faire par eux-mêmes. Vous le disiez vous-même, Vinted, il suffit de le faire. C'est pas plus compliqué que ça, en soi. Exactement. Et là, en général, c'est soit un manque de flemme, soit ils ont
ils ont essayé, ils n'y arrivent pas, parce qu'il faut aussi une certaine expertise finalement. Pour valoriser le produit, c'est les photos, c'est ça ? Il y a la photo, le descriptif, mettre les bons hashtags, et se faire... Voilà, Vinted, c'est une vraie maîtrise que certaines personnes qui sont des consommateurs lambda sur Vinted arrivent très bien à gérer, et d'autres pas du tout. Alors, les publics qui sont les vôtres, il y a la personne qui a ses vêtements, donc ça c'est votre premier client, j'allais dire, celui qui va vous faire confiance, en vous confiant ses pièces. Il y a, la vendeuse, celle qui va prendre en main ce dressing pour le mettre en vente. Exactement. Il y a vous aussi qui encadrez tout ça. Et puis l'acheteur final, évidemment, celui qui va récupérer en seconde ou troisième main, d'ailleurs, parce que ce n'est pas que de la seconde main, souvent, les produits. Comment tout ça, ça s'articule ? Alors en fait, dans votre quotidien. on vient pour faire, on fait de la mise en relation. Donc nous, on vient recruter tout d'abord les revendeuses, celles qui viennent chez vous récupérer les pièces, donc qu'on appelle les RUS. Pour du coup sœurs en verlan en effet. Donc nos RUS, elles viennent à domicile, elles récupèrent les pièces du coup de ces fameuses clientes qu'on met en relation via de la géolocalisation. Donc en fait, quand une cliente qui veut vider son placard vient nous confier ses vêtements, elle va venir sur notre plateforme, sur notre app, notre application mobile, et puis elle va dire voilà, moi je voudrais vendre telle pièce, j'habite à tel endroit, et donc on va la géolocaliser et trouver la RUS qui est la plus proche de chez elle. À ce moment-là, on lui propose la RUS. La RUS, elle se met en relation, elle commence à discuter, prennent un rendez-vous, etc. La RUS se déplace au domicile de la cliente, et elles vont du coup discuter d'abord du dressing, et ensuite la RUS va récupérer les pièces et les vendre. Elles les vendent sur des plateformes existantes type Vinted, Vestiaire Collective, etc. Des fois en brocante, voilà. Là-dessus, elle est assez libre. En vente à domicile aussi ? En vente à domicile, exactement. Des fois, c'est ses copines, c'est sa mère, c'est comme des gens proches d'elle qui viennent qui viennent acheter les pièces qu'elle a en stock, et du coup elle a tout ça à l'acheteur final, du coup qui est qu'on connaît pas forcément en fait. Alors une RUS, c'est un complément de salaire, on est d'accord, c'est pas une activité à temps plein normalement. C'est complètement un complément de salaire. Pour quelqu'un qui a un travail à côté ou qui est femme au foyer par exemple. Voilà, on a beaucoup d'étudiantes, de femmes au foyer, on a quelques retraités même, mais voilà, c'est plutôt du complément de salaire. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés par votre modèle et collaborer avec vous dans ce rôle de RUS, justement, qu'est-ce qu'il peut espérer comme salaire tous les mois en complément ? En moyenne, une RUS, elle va toucher entre 300 et 500 euros par mois, si elle a pas mal de commandes et qu'elle se débrouille bien. Elle peut monter jusqu'à... On a des RUS qui font 3 000 euros, pas forcément sur du long terme, mais des fois sur 2-3 mois. Elles vont aller, parce qu'elles ont beaucoup de temps et elles vont aller prendre beaucoup de pièces, et donc se faire 3 000 euros, mais on est plutôt sur des 300-500 euros. Ce qui m'a interpellé et ce qui m'a fait aussi vous inviter, c'est que vous avez créé cette entreprise avec 2 de vos sœurs, vous êtes 4 filles, et avec 2 de vos sœurs. Alors forcément, quand on entend ça, on se dit comment ça se passe dans un quotidien, parce que c'est pas toujours facile de travailler en famille, et particulièrement peut-être entre sœurs. Est-ce que c'est une belle alchimie aujourd'hui, avec le recul ? Oui, au début, on a commencé à 2, ça se passait pas bien du tout. Ça marchait pas bien. Et pourquoi, je ne saurais pas le dire. Et en fait, la 3e est arrivée 3-4 mois plus tard. Et là, il y a eu vraiment un apaisement de tout. Et depuis, en fait, 3 dans l'entrepreneuriat, c'est hyper intéressant parce que ça permet toujours d'en avoir 2 contre 1. Et donc de créer de l'équilibre. Bon, il y en a 2 qui sont pas contentes, l'autre elle a rien le droit de dire, quoi. Donc l'équilibre de 3 est très bon, et d'autant plus, et nous nous 3, je pense que à 2 on avait des caractères très particuliers qui mixaient pas très bien, et la 3e vient apaiser tout ça. On vous recevra dans un autre numéro pour voir comment ça a évolué dans les mois ou années à venir. Merci à vous. Merci. Les 3 mousquetaires au féminin, les RUS, c'est ça. Allez, tout de suite les essentiels de l'entrepreneuriat. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Alors Thomas, en cette rentrée, on va parler d'un sujet crucial pour les entreprises. Comment intégrer efficacement les nouveaux collaborateurs ? Quelles sont les clés pour réussir une intégration ? Eh bien Laurence, l'intégration des nouveaux collaborateurs est une étape évidemment essentielle pour assurer leur réussite et leur engagement à long terme. Alors on voit bien quand même que le recrutement n'est pas simple de façon générale. Alors on vient, et pour réussir un recrutement, soyons attentifs à la phase d'intégration. Et cela peut commencer avant le premier jour du nouveau collaborateur. Alors imaginons une situation simple. Un nouveau collaborateur reçoit un email quelques jours avant son arrivée avec toutes les informations nécessaires pour son premier jour, les détails pratiques sur l'entreprise, un guide de bienvenue et même un message d'accueil de son futur manager. Ça change rien, et pourtant c'est ça qui change tout. Ouais, ça peut mettre en confiance. Bon, alors ok, une fois sur place, comment continuer sur cette lancée alors ? Il est crucial de leur donner un véritable accueil. Cela peut sembler évident, mais l'accueil fait une grande différence. Ce sont les premiers instants, les premiers pas dans l'entreprise dont on se souviendra. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire bonne impression. Les petites choses comptent, un poste de travail
travail prêt, des outils de travail disponibles et fonctionnels et un programme clair pour les premières semaines. Mais surtout, c'est l'humain qui fera la différence. Un parrain ou un tuteur, quelqu'un de l'équipe autre que son manager qui peut jouer un rôle clé. Ce menteur informel peut guider le nouvel arrivant, répondre à ses questions et l'aider à s'intégrer socialement. Oui, on sait que l'aspect humain est central depuis plusieurs années. Et pour ce qui est des aspects plus formels, la formation, les présentations, ça doit se passer comment alors ? Eh bien, un bon processus d'intégration doit aussi inclure une présentation des valeurs et de la culture de l'entreprise, ainsi que des objectifs de l'équipe. Des sessions de formation, par exemple sur les outils et les processus internes, sont essentielles. Mais attention à ne pas surcharger les nouveaux dès le début. Il est important de leur donner le temps de s'adapter, de découvrir leur rythme et de digérer toute cette information. Un dernier conseil pour conclure, Thomas ? Oui, Laurence, il ne faut pas oublier de demander un feedback, du retour. Une période d'essai réussie est un échange. Il faut écouter les nouvelles recrues pour améliorer continuellement le processus d'intégration, un suivi régulier avec le manager, des retours constructifs et une ouverture aux questions et aux suggestions permettront de s'assurer que le nouvel arrivant se sente bien, soit performant et reste aussi dans l'entreprise. À suivre, comme vous dites. Absolument. Merci beaucoup Thomas. Et dans quelques instants, vous revenez avec Oser Investir pour nous dire si les Français ont eu le temps de s'intéresser à leurs finances pendant les vacances. À tout de suite. Sud Radio, Oser entreprendre, Thomas Binet.